Faut-il estimer à 180 pour 1000, une espérance de vie se limitant à 40 ans, un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98%, si nous concevons l'alphabétisé comme celui qui sait lire, écrire et parler une langue. Un médecin pour 50 000 habitants. Un taux de scolarisation de 16%. Et enfin, un produit intérieur brut par tête d'habitant de 53 356 francs CFA, soit à peine plus de $100. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Pays, seulement 4% de la population réussit à nourrir toute une population de plus de 200 millions d'habitants et même à exporter et à constituer autour de l'agriculture une puissance économique. Il n'est pas normal qu'ici, à plus de 90% d'agriculteurs, de cultivateurs, de paysans, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas être bien accueilli partout. Ces sacrifices, nous demandons aux Voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays, on a pu détourner un fleuve, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de les faire voyager par les avions charter, nous le faisons. Nous avons suspendu pour une longue période les brasseurs d'air, l'air conditionné dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Vous avez eu les R5 ? Mais bien sûr. Vous étiez bien dedans ? Mais absolument. J'ai quitté une 505 pour ça. Ça ne me gênait pas. Puisque avant ça, j'étais en mobilette. Vous aviez une R5 ? Non, j'avais une Citroën Visa. Ce que Thomas ne supportait surtout pas, c'est l'accumulation excessive de biens personnels. La maison paternelle est toujours là, vous pouvez la voir encore dans le quartier d'Apoya. Il avait une bicyclette, il avait une guitare parce qu'il aimait jouer de la guitare, il aimait
se mettre avec d'autres jeunes pour jouer. Et je crois que c'était tout. C'est quand même ouf qu'un gars, il ait décidé de s'appauvrir, de galérer, de donner sa vie, de faire avancer les choses. C'est un homme qui était vraiment sensible à la misère de son peuple. Et il disait dans ce sens, par exemple, qu'il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. C'est lui qui l'a dit. Il préfère que l'eau potable pour tout le monde plutôt que le champagne pour quelques-uns. C'est fort quand même, ça parle. Donc, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas de l'égalitarisme, ce n'est pas du populisme, non, c'est du réalisme. Une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peuvent vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Ils n'ont pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. La révolution, ce n'est pas un dîner de gala, hein. Ce n'est pas avec des queues de pied et des nœuds papillons qu'on fait la révolution. Les paresseux, les voleurs, C'est un bouleversement violent qui amène une classe politique et un pouvoir politique à renverser un autre pouvoir. C'est limpide, c'est clair. Il a fait son choix, il est du côté des peuples. Il avait son plan en tête, il voulait changer son pays. Je dois vous dire d'abord que j'ai pris ces mesures à mon corps défendant. Moi-même, je suis musicien. Bien. Mais, voilà, nous avons voulu heurter notre petite bourgeoisie de plein fouet. À un moment où, euphoriquement, elle était engagée et considérait que la révolution n'était que faite. C'est-à-dire, nous avons voulu lui montrer que il y a des sacrifices que nous devrons consentir dans la révolution. Des sacrifices sur nos privilèges, nos facilités, nos goûts, etc. Et nous avons choisi les nightclubs. Nous les avons choisis parce que aussi, ces nightclubs, comme vous le savez, sont les repères de la bourgeoisie, le gratin, qui y va pour s'adonner à ses plaisirs et qui réussit justement à éliminer les autres par la discrimination monétaire. La bouteille de Coca-Cola que l'on y vend est à un prix si exorbitant qu'il représente parfois le gain mensuel d'un paysan quand ce n'est pas le gain semestriel de certains paysans en Volta. Une seule bouteille de Coca-Cola. Bien. Et puis aussi, ce sont des lieux de dépravation. Il faut se le dire, la bourgeoisie, plus elle s'élève dans ses moyens de domination, l'argent, le capital, plus elle s'adonne à certains plaisirs qui sont des plaisirs antisociaux. En supprimant les nightclubs, nous avons dit, nous ne voulons plus de cela. Nous ne sommes pas contre la musique, nous ne sommes pas contre non plus les réjouissances, parce que la révolution doit être aussi réjouissance et gaieté. Et nous entendons faire de notre révolution une révolution gaie.
est toujours souriante. Mais nous voulons que les night clubs se transforment en day clubs, si vous voulez, en tout cas des boîtes de jour. Et nous avons supprimé tout ce qui faisait de ces endroits-là des repères. Ainsi donc, les bals populaires ont pris la place des night clubs. Les bals populaires, c'est une grande piste de danse, un orchestre, des boissons vendues à un prix vraiment démocratique, 50 francs CFA la bouteille de Coca-Cola, alors que dans un night club, elle coûte 1500 francs quand ce n'est pas 2000 francs, c'est-à-dire, voyez-vous, un prix qui volontairement écarte le peuple. Et sur à ces balles populaires, on retrouve l'ouvrier, le paysan, mais le ministre, on retrouve tout le monde. Le patron, on se côtoie. Vous y allez vous-même? J'y vais. J'y vais en tant que musicien, pas en tant que danseur. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantochisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement à la révolution. Et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi lui? Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, eh bien, lui est envoyé sur ce chantier-là. Mais voilà, il vit en parfaite harmonie avec le peuple militant de Pau, qui l'accepte, qui le suit et qui exécute ses mots d'ordre. Preuve qu'il intègre correctement la révolution et c'est effectivement un camarade.